Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les rappels de cours en logique et en raisonnement. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, comment je fais ce rappel de cours? Je vais aller sur prépa.org, donc c'est votre site favori, programme, hop, programme de CPGE, je vais MPSI mathématiques et hop, 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 logique et raisonnement. Voilà, donc raisonnement et vocabulaire ensemble, ça s'appelle, rudiment logique, ensemble, application et relations. Voilà. Donc, il me semble que mon prof. Alors là, on voit pas super bien, donc je vais plutôt faire comme ça. Voilà. C'est pas si mal comme ça. Hop. Donc, je vais écrire à gauche mes commentaires et à droite, je vais lire le programme officiel en fait. Donc, raisonnement et vocabulaire ensembliste. Mon référent, je pense que lui, il fait juste rudiment de logique. Donc, il écrit tout ça. Peut-être il parle d'ensemble, ça m'étonnerait. Application relation et réserve pour plus tard. Et il va continuer par complément de calcul algébrique et trigonométrie. Et c'est ce que a fait mon prof de sup. Donc, je pense que c'est un peu standard, cette progression-là. Donc, je vais suivre la même progression. On va commencer par rudiment et logique. Donc, lisons le programme officiel. Voilà, donc cette section regroupe les différents points de vocabulaire, notation, outils et raisonnements nécessaires aux étudiants pour la constitution efficace d'une démonstration mathématique, puisque c'est vrai que lorsque vous rentrez en classe préparatoire, vous ne savez pas encore écrire les mathématiques. Vous savez faire des raisonnements dessus, mais écrire formellement des choses belles et jolies, rigoureusement, c'est pas possible. Sauf si votre prof a fait des trucs hors programme. Voilà. Voilà. Ces notions doivent être introduites de manière progressive. Donc, ils disent que faut pas tout faire d'un coup. Bon, euh, ce qu'on peut comprendre, hein, mais bon, application relation en début de sup, c'est pas si horrible. C'est difficile, c'est pas si horrible. Bref. Après, se limite strictement aux notions de base suivant ci-dessous. Tout issu systématique de la logique, de la théorie des ensembles est hors programme. Voilà, donc faut juste pas aller trop loin. C'est ce qu'ils nous disent. Pareil, donc quantificateurs. Donc, les quantificateurs, il y en a deux. Ils les disent pas. Donc, quantificateur, donc universel, donc c'est dit pour tout, et existentiel, il existe. Voilà, donc on insiste sur, ce n'est pas des abréviations, hein. Donc on ne dit pas, par exemple, pour tout x appartenant à R, à la place de, pour tout x appartenant à R. Bon, appartenant à R, j'ai la flemme de l'écrire, mais en soi, on peut écrire, de toute façon, c'est un peu rigoureux, hein. C'est pas rigoureux, mais c'est OK d'écrire appartient à R. Et ça, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver lors, par exemple, dans des raisonnements mathématiques, où enfin, en français, on a envie d'écrire x carré est positif pour tout x réel. C'est vrai. Si x est un réel, x reste positif. Sauf que la plupart du temps, on voit les étudiants écrire, et ça, ça, c'est très dérangeant. X carré est positif. X carré, j'en ai dit, positif pour tout x appartenant à R. Ça n'a aucun sens, ça. Ça, c'est non. Enfin, on ne fait pas ça. Un quantificateur, ça annonce l'existence d'un objet. Voilà, donc pour tout x appartenant à R, j'annonce un x qui est dans R. Voilà, x est quelconque. Et s'il est après, bah, c'est pas possible. Là, la question qu'on aurait pu se poser ici, lorsqu'on écrit cette assertion mathématique-là, c'est dans x carré positif, qui est x? On ne définit pas un objet après l'avoir manipulé. Là, on fait les choses dans le mauvais sens. Là. En français, c'est possible, puisque bah, on parle français. Hein, x réel positif pour tout x réel, là, c'est une phrase en français. Euh, on n'est pas dans les contenus mathématiques où, quand on demande x réel positif, on se demande mais qui x? Voilà. On fait attention à ça. Donc, de manière générale, écrire en français, c'est toujours mieux que essayer de trouver des abréviations via les symboles mathématiques. Voilà.
Implication, contraposition, équivalence. Donc, implication, donc P implique Q. Normalement, vous l'avez défini comme étant la négation, la négation de euh, non P et Q. Non, Q et P et non Q, pardon. P et non Q. P et non Q. Voilà, donc peut-être vous la définissez comme ça. Peut-être vous la définissez avec la table de vérité. C'est peut-être un peu plus simple. Donc, P, Q, vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai. Vrai, j'écris faux, moi. C'est comme cette histoire. Vrai, faux, voilà. Et là, on a vrai, faux, vrai, vrai. Ça, c'est P implique Q. Voilà, donc des gens qui définissent l'application avec la table de vérité, pourquoi pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que P implique Q, c'est une assertion mathématique qui dit si P est vrai, alors Q est vrai, en français, quoi, plus ou moins. Si, le si français. Donc, une implication, c'est comme, et j'insiste sur le comme, c'est comme un donc. Mais c'est pas un donc. Un donc, c'est un mot français. On dit pas, on dit pas, on n'écrit pas le symbole, pardon, on n'écrit pas le symbole implique pour, parce qu'on a la flemme d'écrire donc en français. Non, implique, c'est un symbole mathématique, donc c'est un mot en français. On ne mélange pas les deux, au même sens que le pour tout et le symbole quantificateur existentiel, universel pour tout. On ne confond pas les deux. Euh, et ça, c'est un écueil que quasiment tous les étudiants rencontrent pendant leur année de préparation au concours. Voilà. Donc, implication, contraposition. Donc, contraposition, c'est lorsqu'on a P implique Q, c'est équivalent à non Q implique non P. Voilà. Donc, on fait la contraposée. Et équivalence, bah, c'est P équivalent à Q. Voilà, c'est ce symbole-là. Bon, je l'ai déjà utilisé ici, mais c'est parce qu'eux, ils disent contraposition. Bah, voilà, d'accord, ok, bon, bref. P équivalent à Q, c'est, et j'insiste sur le C entre guillemets, c'est juste l'idée qu'il faut avoir en tête, hein, c'est P implique Q et Q implique P. Voilà. Donc, pareil, il y a des gens qui définissent comme ça. Donc, P équivalent à Q, c'est c'est l'assertion P implique Q et Q implique P. Il y a des gens qui définissent avec le terme de vérité. Donc, ce serait vrai, faux, faux, vrai, par exemple. Et bon, le plus simple, c'est quand même retenir ça, puisque on le voit, lorsqu'on vous montre une équivalence, le plus simple, c'est de montrer les deux implications. Et je pense qu'ils le disent. Ah non, ils ne le disent pas. Ils disent, on doit savoir formuler la négation d'une proposition. Ah, donc typiquement, écrire ça. Donc, positionner un instrument positif dès que c'est un état instrument positif tel que pour tout x appartenant à euh, A moins état, A plus état, euh, f de x moins f de a est plus petit que epsilon. Ok. Donc là, il y a des problèmes on peut nous demander mais, qui est a et qui est f. Donc on va prendre f fonction de R dans R et A un réel. Voilà. Donc la négation de ça, si vous êtes à l'aise avec les quantificateurs, enfin tous ces quantificateurs-là, ou alors vous avez été spoil par votre prof de terminale, ça c'est équivalent à F et continu en A. Et continu en A. Si F est continu en A, alors elle vérifie ce machin. Et si elle vérifie ce machin, en fait, c'est même la définition de la continuité en un point. Voilà. F continu en A. Donc si je mets un symbole de non devant, ça veut dire que bah, tout ça, bah, c'est la négation de f est continu en A, donc f n'est pas continu en A. F n'est pas continu en A. Pas continu en A. Et le but, du coup, d'écrire f n'est pas continu en A, c'est que bah, on n'a pas d'information. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais si on met le symbole non et qu'on distribue le symbole non ici, là, sur le pour tout, pour tous les instruments motifs, etc.,
eh ben, on va avoir une information de ce que signifie f n'est pas continu en A. Donc là, si je mets le symbole négation, donc le symbole négation, c'est on nie morceau par morceau la suite la suite de quantificateurs. Voilà, donc là, on a un pour tout épsilon strictement positif. La négation d'un pour tout épsilon strictement positif, c'est il existe un épsilon strictement positif. La négation de il existe état strictement positif, c'est pour tout état strictement positif. La négation de pour tout x, c'est il existe, x. Donc toujours dans a moins état, a plus état. Et la négation de f de x moins f de a plus petit qu'epsilon, c'est f de x moins f de a strictement plus grand que epsilon. Ok. Donc, ça veut aussi dire, enfin, ce truc-là, là, que je viens d'écrire, ça veut dire que f n'est pas continu en A. Alors, certains profs ne mettent pas ça pour tout x appartenant à moins état plus état comme définition, mais pour tout x appartenant à un intervalle, donc R par exemple, si x est dans l'intervalle a moins état a plus état, alors f de x moins f de a est plus petit qu'epsilon. Donc, il y a une implication dans cette définition-là, ce qui ferait du coup un exercice un peu plus compliqué, mais je vous laisse le soin de faire cet exercice-là, euh, donc de remplacer x appartenant à moins état plus état par pour tout x appartenant à R, x moins a en valeur absolue plus petit que état implique f de x moins f de a en valeur absolue plus petit que epsilon. Bref. Non. Hop. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Mode de raisonnement, dissolution de cas par contraposition par l'absurde, analyse synthèse. Donc la dissolution de cas, c'est par exemple si n appartenant à n, on veut montrer, je ne sais pas, P de n, et ben on va regarder par exemple si n pair, blablabla, si n impair, blablabla, donc si n quelconque, blablabla. On fait par disjonction de cas. Si c'est vrai si une propriété est vraie pour les impairs et une vraie pour les pairs, alors elle est vraie tout court, puisque un nombre est soit pair, soit impair, soit pair, soit impair. Euh, Donc, ce qui est important, c'est le soit là. Le soit que je viens de dire, c'est, bah, comme en français, une disjonction de cas. On a disjoint les cas. On a fait soit le K1, soit le K2. Voilà. Par contraposition, c'est le raisonnement de tout à l'heure là. C'est au lieu de montrer que P implique Q, donc pour montrer que P implique Q, on écrit si P est vrai, blablabla, donc Q est vrai. Voilà, donc ça c'est l'implication. Si on veut montrer cette implication-là, on n'est pas obligé de faire ça. On peut raisonner par contraposé, donc écrire que non Q implique non P. Et du coup, on dit si non Q est vrai, comme on dit si Q est fausse, blablabla, donc non P est vrai. Parfois, c'est plus simple de raisonner par contraposition que raisonner par implication. Voilà. Ensuite, par l'absurde. Alors, par l'absurde, c'est si on veut montrer, par exemple, que P soit vrai. Pardon. Donc, si vous montrez que P soit vrai, on suppose que P est fausse. OK. Blablabla. Absurde. Par exemple, on trouve 1 égale 0. C'est absurde, c'est faux. Hein. Donc, si P est fausse, si P est fausse, ça implique un truc qui n'est pas possible. Donc, P est vrai. Et le raisonnement classique, c'est montrer que racine de 2 est irrationnelle. Classique. L'exemple classique, c'est racine de 2 n'appartient pas à Q. Voilà. Et de manière générale, donc ça, c'est bien que le programme dise contraposition et absurde à côté. En fait, lorsque vous voulez montrer vous voulez montrer une propriété dite négative, vous voulez montrer ça, une non-appartenance, c'est une propriété négative.
La question qu'on va vous poser, c'est, par exemple en colle, ça veut dire quoi ne pas être rationnel? Ça veut dire qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme P sur Q avec P dans Z et Q dans N étoiles. Ce n'est pas rationnel. Mais le il n'est pas, c'est chiant à manipuler. C'est parce qu'il y a plein de nombres qui ne sont pas rationnels. Tous les nombres irrationnels, les nombres complexes, enfin complexes non rationnels, enfin complexes avec des parties imaginaires, quoi, ce ne sont pas des nombres rationnels. Donc, on ne peut pas vraiment caractériser c'est quoi un nombre rationnel, si ce n'est que bah, ce n'est pas un rationnel, quoi. Voilà, c'est la seule manière de définir un nombre qui n'est pas rationnel. Par contre, un nombre rationnel, du coup, comme je l'ai dit, bah, c'est facile à manipuler, on sait faire. Donc, c'est plutôt ça on va plutôt essayer de manipuler ça. Donc, en supposant, par exemple, supposons racine de 2 appartenant à Q. À Q. Et ça, c'est un peu plus manipulable parce que là, du coup, on a donc PQ dans Z croix n étoile, tel que racine de 2 égale P sur Q. Et là, on a des informations. Racine de 2 s'écrit sous la forme P sur Q. Ça, c'est super, ça, c'est manipulable. Ça a un sens, on peut les manipuler. Racine de 2 appartenant à Q, c'est pas manipulable. Donc, c'est difficile. Et lorsqu'on a des propriétés négatives, très souvent, on va plutôt essayer de supposer le contraire et soit raisonner par contraposition, soit raisonner par l'absurde pour avoir des informations. Et là, pour le coup, ce sera l'absurde. Parce qu'en supposant par l'absurde que racine de 2 est dans Q, hein, on a supposé que P est fausse, blablabla, on va montrer en fait, on va montrer un truc absurde. Genre 2 divise un nombre qui n'est pas divisible par 2, un truc dans le genre. Ce qui n'est pas possible. Et comme c'est pas possible, eh ben, c'est-à-dire que l'assertion au tout début qu'on avait supposé, là, on suppose P fausse, bah, c'est pas vrai. Donc P n'est pas fausse. Un truc qui n'est pas faux, bah, c'est vrai. Donc P est vrai. Ce qui fait donc montrer l'absurde. Voilà. Et l'analyse synthèse, alors l'analyse synthèse, c'est un mot typiquement français, ça. Typiquement, j'avais un prof de fac belge, euh, bah, il ne connaissait pas l'analyse synthèse. Alors, c'est quoi l'analyse synthèse? C'est, on veut montrer un truc, montrons un truc. Alors, on veut montrer un truc, P. Voilà. Le but, c'est, on suppose P vrai. Ok. P vrai, ça implique plein de trucs. Ça implique en particulier Q vrai. OK? Et moi, j'ai envie de montrer que P est vrai. Bah, si j'ai envie de montrer que Q est vrai, que P est vrai, alors peut-être que là, les implications qui sont là sont des équivalences. Donc ça, à partir de là, on va supposer que Q est vrai et on veut montrer que P est vrai. Ce qui fait, par exemple, si vous voulez, comme si on avait trouvé une équivalence, mais le deuxième morceau de l'équivalence étant trivial, vous avez votre P qui est vrai. La manière la plus simple de faire une analyse, enfin, le cas le plus grand de faire une analyse synthèse, c'est montrer une existence. Euh, Montrer l'existence d'un objet. Donc, enfin, je sais pas, montrer qu'il existe quelque chose, vérifiant P, je sais pas, qu'il existe X, machin chouette, vérifiant P de X, par exemple. Et ben, on va par exemple écrire si P de X vrai, alors bah, blablabla, plein d'informations. Jusqu'à, par exemple, avoir donc X, il appartient, je sais pas, à l'ensemble 0, 4. OK? Donc X appartient à 0, 4. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais on arrive à montrer que si P de X est vrai, alors forcément, nécessairement, X est dans 0, 4. OK? Si maintenant, si X appartient à 0, 4, alors on indique des informations et peut-être qu'on aura P de X vrai. Peut-être, ça on ne sait pas. Peut-être que ça ne marchera pas pour 0, ça ne marchera pas pour 1, mais ça marchera pour 2, 3, 4.
Donc, si ça marche pour 2, 3, 4, on vient de montrer l'existence d'un x vérifiant p de x. Voilà, le x, il vaut un x qui vaut 2 ou 3 ou 4 convient. Ok. Et là, du coup, on vient de montrer un truc un peu plus fort, c'est que p de x est vrai si et seulement si x est égal à 2, 3, 4, ce qui est un peu plus fort que ce qu'on nous demande, mais ça répond à la question. Ok. Donc, si vous êtes à l'aise avec ce que je viens de dire, en fait, ce qu'on vient de montrer, c'est chercher, on cherche en fait des conditions nécessaires et suffisantes. Donc, on appelle ça des CNS. CN, conditions nécessaires, CS, conditions suffisantes, CNS, conditions nécessaires et suffisantes. Et en fait, du coup, des conditions nécessaires et suffisantes à une proposition, c'est qu'elle est équivalente à celle-là. Donc, par exemple, si j'ai P implique Q, on dit que Q est une condition nécessaire de P. Ce qui veut dire que si P est vrai, alors forcément Q est vrai, parce que P implique Q. Donc Q est nécessaire. Q est une condition nécessaire. Et du coup, euh, Q implique P, euh, Q implique P, on dit, oups, qu'est-ce qui se passe? Alors, que, on dit que Q est une condition suffisante de P. Voilà, donc, ce qui se passe, c'est que si on a Q, enfin, il suffit d'avoir Q pour avoir P. Parce que c'est vrai, Q implique P. Donc, si on a Q, bah, on a P. Donc, il suffit d'avoir Q pour avoir P. Donc, si les deux sont vrais, c'est il faut avoir Q pour avoir P. Et il suffit d'avoir Q pour avoir P. Donc, il faut et il suffit d'avoir Q pour avoir P. Donc, Q équivaut à P si on a bien une condition nécessaire et suffisante. Et là, on a bien P équivalent à Q. Donc, le but, comme on l'a dit, de l'analyse synthèse, c'est de trouver une condition nécessaire et suffisante triviale, enfin triviale, en tout cas, facilement vérifiable, pour assumer P. Parce que si P est équivalent à Q, il suffit que Q soit vrai pour que P soit vrai. Et la question, c'est comment on fait pour trouver Q alors qu'on a juste P. Évidemment, donc si jamais je cache ça, voilà, donc si je cache ça, donc j'ai juste Q implique P et que Q est facile à trouver, bah Q implique P, bah c'est bon, j'ai mon P. Mais comment on fait pour trouver Q? Ah, bah pour trouver Q, il faut partir de P et balayer des informations jusqu'à obtenir des informations sur Q. Cette phase-là, donc ça j'enlève, hop, hop, hop. Cette phase-là, ça s'appelle donc l'analyse, l'analyse, analyse. Et cette phase-là, ça s'appelle la synthèse. OK? Donc l'analyse, on essaye d'avoir des informations pour avoir Q entre guillemets trivial. Synthèse, on suppose Q, est-ce que P est vrai? OK. Donc raisonnement d'analyse synthèse, c'est trouver des conditions nécessaires et suffisantes, c'est pareil. OK. Ensuite, raison par récurrence. Raison récurrence simple, double, forte. On pourra relier par récurrence au fait blablabla, tout que ça informatique vous avez. OK. Donc la récurrence, l'idée, c'est euh, vous avez P0 vrai. Pour tout n appartenant à n, P de n implique P de n plus 1. Voilà, donc ça, c'est équivalent à, pour tout n appartenant à n, P de n. Voilà, vous voulez montrer ça, que pour tout n, propriété est vraie, et ben, il suffit de la vérifier au rang 0. Donc, ça s'appelle initialisation. Pardon, hop.
Donc, initialisation, initialisation, la hérédité. Donc, vous avez une propriété qui est initialisée, qui est héréditaire. Ça vous donne une propriété qui est vraie. Alors, bien sûr, si l'initialisation, vous la commencez à 7, eh ben, là, vous n'avez pas pour tout n appartenant à n, mais pour tout n appartenant à n avec n plus grand que 7, évidemment. Si vous ne l'avez pas initialisé à 0, vous n'aurez pas pour tout n appartenant à n. Voilà. Et donc, la preuve, elle est plutôt jolie, hein. On peut la faire en vitesse. Donc, c'est certainement une question de cours qu'on pourra vous poser. C'est montrer le raisonnement par occurrence. Autrement dit, montrer que si A, c'est inclus dans N, que 0 appartient à A, et que pour tout n appartenant à N, N appartient à A, implique N plus 1 appartient à A, alors A égale N. C'est ce qu'on veut montrer. Et évidemment, euh, pour, pour voir le lien avec la récurrence, c'est on va prendre A égale l'ensemble des n tels que P de n soit vrai, qui fait du coup exactement euh, la même chose. Ce que j'écris en bas et ce que j'écris en haut. Mais ce que j'écris en bas, c'est plus facile à démontrer quand même. Donc on va démontrer ça. Je pense que ça tient là-dedans. Voilà. Donc on prend B égale n privé de A. Donc, si A égale n, B, ça va être égal à l'ensemble vide. Donc, on a envie de montrer que B soit égal à l'ensemble de vide. Eh ben, supposons par l'absurde que B soit différent de vide. Parce que vide, c'est une propriété négative. C'est B, enfin, une propriété négative. Enfin, pourquoi c'est une propriété négative? Parce que être vide, ça veut dire n'avoir rien. Et n'avoir rien, c'est négatif. N'avoir rien, c'est. On préfère avoir quelque chose que n'avoir rien. Donc, on va supposons B différent de vide. Alors, si B est différent de vide, bah, B, c'est une partie de N. C'est un sous-ensemble de l'ensemble des antinaturels. Et c'est facile de se convaincre, c'est un axiome, que B admet un plus petit élément, disons N0. Il existe, pardon. Ah, vous voyez, là j'ai écrit il existe, parce qu'en français je voulais dire il existe, mais il ne faut pas faire ça. On écrit il existe N0 appartenant à B, plus petit élément. Plus petit élément. Alors N0, bah, c'est pas égal à 0. Pourquoi? Parce que 0, ça appartient pas à B. Le plus petit élément, c'est forcément un élément de B. Donc 0, ça appartient pas à B, parce que 0, enfin, 0 il est dans A. Donc s'il est dans A, il n'est pas dans B, parce que B, c'est le complémentaire de A dans N. Donc 0, c'est pas dans A. C'est dans A, donc c'est pas dans B. Donc si N0, c'est pas 0 et que N0, c'est dans N, ça appartient à l'ensemble des entités naturelles, bah, N0, c'est au moins 1. N0, c'est au moins 1. OK. Donc N0 moins 1, ça appartient à N et ça appartient à A. Évidemment, ça peut pas appartenir à B parce que si ça appartient à B, N0-1, c'est un élément qui est dans B et et qui est plus petit que le plus petit élément. Ça, c'est pas possible. Donc forcément, N0-1, c'est dans A, c'est pas dans B. Mais si N0-1 est dans A par la règle qui est là, donc N0-1 est dans A, donc N0-1 plus 1, c'est aussi dans A. Ça appartient à A. Et ça veut dire que N0, ça appartient à A. Mais N0, c'est un élément de A et c'est un élément de B. Bah, c'est pas possible. Parce que les éléments de A et de B, bah, enfin, B, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc, normalement, il n'y a pas d'élément de A. Donc, N0 est dans A et dans B, c'est pas possible. Absurde. On vient de montrer que quelque chose est absurde. Donc, ça veut dire que l'assertion qu'on a supposée vraie, bah, elle n'est pas vraie. Donc, B différent de vide n'est pas vrai. Donc, B différent de vide, c'est faux. Si B différent de vide, c'est faux, bah, B égale vide. Si B égale vide, A, bah, c'est égal à N. Ce qui démontre votre récurrence. Ok. Et bien sûr, la récurrence double et la récurrence forte, ça suit exactement le même principe. On peut faire exactement la même preuve. Bon, l'épreuve est un peu plus lourde, mais c'est la même chose. Ok. Voilà, ce qui conclut ce rappel de cours sur les rudiments de logique. Donc, je vous dis à tout de suite pour l'exercice ou les exercices, je ne sais pas encore,
de code que je propose sur les rudiments de logique. Euh, donc, essentiellement, manipulation de quantificateurs et peut-être quelques raisonnements un peu subtils, un peu délicats. Ça pourrait être assez marrant.